Bonsoir. Bien, je suis Anne-Laure Girard, comme ça a été dit, professeure de droit public à l'Université de Poitiers. Je ne vais pas vous parler du juge, moi, je vais vous parler seulement de l'articulation entre l'homme et la machine pour la prise de décision administrative. Je vais tracer un cadre général, vous expliquer ce que fait l'administration, ce qu'elle peut légalement faire. Et puis ensuite, Steven Patino-Avila, qui est un de mes étudiant du Master de droit de l'action publique, va vous présenter des réflexions un petit peu plus prospectives sur les recours envisageables face à ces décisions algorithmiques. Et ensuite, d'autres étudiants, Clémence Gentil, Agathe Barrault et Lucien Onneau, viendront vous parler des liens entre le juge administratif et l'intelligence artificielle. Le lien entre les deux conférences à venir, ce sont les algorithmes. D'où mon premier point, qu'est-ce qu'un algorithme? Très rapidement, un algorithme, c'est une façon systématique de procéder pour faire quelque chose, une réponse méthodique à des questions du style « comment faire ceci ? Comment obtenir cela ? Comment calculer tel nombre ? Comment obtenir telle information ?» Il y a certaines actions mécaniques, certaines actions humaines qui se prêtent particulièrement bien à la décortication. On peut les décrire de manière générale, on peut identifier des procédures, des suites d'actions, ou des manipulations précises à accomplir de façon séquentielle. Et un algorithme, c'est ça. C'est une sorte de mode d'emploi excessivement précis qui permet la réalisation mécanique et optimisée d'une action. L'algorithme va constituer le squelette d'un programme informatique, puisque avec le codage, l'algorithme va être traduit en programme. Et c'est ce programme qui permet la mise en œuvre effective de l'algorithme par une machine numérique. Donc le code ou le programme, ça permet de passer de la description abstraite, qu'est l'algorithme, au résultat concret que l'on recherche en pensant l'algorithme. Donc ça, ce sont les algorithmes classiques, qu'on pourrait dire de première génération, donc ces modes d'emploi extrêmement détaillés qui permettent d'obtenir un résultat. Et à côté de ces algorithmes de première génération, aujourd'hui se développent ce qu'on appelle les algorithmes de machine learning, ou des algorithmes auto-apprenants. On apprend aux machines des modèles très complexes et à partir de là, ces algorithmes, les machines qui sont programmées, peuvent traiter un très grand nombre d'informations. Donc là, ces algorithmes-là sont à l'interface entre une première science qui sont les mathématiques, puisqu'on fait appel à la statistique, et puis l'informatique, puisque là on est au cœur de l'intelligence artificielle. Alors ces deux types d'algorithmes sont utilisés par l'administration aujourd'hui. Alors quelles sont les utilisations des algorithmes par l'administration? Deux utilisations. Dans une première hypothèse, l'algorithme permet une décision que l'on appelle automatisée. Dans une décision automatisée, il n'y a plus d'intervention humaine. L'autre hypothèse, c'est ce que l'on appelle l'assistance algorithmique. Là, les algorithmes facilitent la prise de décision, ils préparent, ils orientent des choix qui restent des choix humains. Alors, la décision automatisée, d'abord. Alors, la décision automatisée, première précision, elle concerne toujours une personne. D'accord ? Ce ne sont pas des décisions qui ont des effets généraux. On va appliquer à cette personne via des algorithmes, on va appliquer ces algorithmes à des données personnelles, et donc, j'insiste, aucun être humain n'intervient plus dans le processus. Par contre, ça vous sera dit par Steven, il y a évidemment des choix humains, des choix politiques et des choix administratifs. L'intervention de l'homme, elle intervient avant, au moment de la conception même de l'algorithme. Par contre, après, c'est la machine qui décide. Le choix des critères, de leur importance, tout ça, ce sont des choix, j'insiste, qui restent des choix humains. Alors, les procédures sont assez connues. Le premier exemple de décision entièrement automatisée existe dans le cadre d'une procédure qui s'appelle AFELNet. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la procédure d'affectation des élèves de 3e dans les lycées, puisque depuis 2007, il y a eu un certain assouplissement de la carte scolaire. Les parents ont un petit peu plus de choix qu'auparavant. Ils peuvent formuler une liste ordonnée des établissements dans lesquels ils souhaiteraient que leur enfant soit inscrit. Donc les parents peuvent faire des choix, mais ces choix vont être régulés grâce à un système de points. Donc par exemple, si vous êtes boursier, vous allez obtenir un bonus de points. Donc pour faire le tri entre les choix des parents et la question des points, il y a un algorithme qui entre en compte et la décision est prise de façon automatisée.
La procédure AFELNET avait été soulignée par la CNIL, notamment pour ses vertus, puisqu'on a considéré ici qu'il y avait un gros avantage à recourir à des décisions automatisées. L'avantage, c'était de mettre fin au passe-droit. Au passe-droit qui pouvait être constaté à peu près partout, puisque certaines familles arrivaient à obtenir une affectation en dehors donc, des règles d'égalité. Donc l'algorithme ici, ce n'est pas un instrument seulement de rationalisation de l'action administrative, il est vraiment utilisé à des fins de déshumanisation parce qu'il y a une méfiance humaine derrière les choix qui sont faits. Dans le même ordre d'esprit, autre décision automatisée en France, la décision d'affectation des enseignants dans les établissements publics, puisqu'on retrouve la même logique. Le ministère va demander aux enseignants de soumettre une liste ordonnée de vœux. Et ensuite, les enseignants sont classés par les différents établissements grâce à un barème de points qu'on connaît tous un petit peu, puisque dans ce barème, on prend en compte différents critères, notamment les années d'ancienneté dans la profession, la demande de rapprochement de conjoints et les années passées dans un même établissement. Troisième exemple, ce sera le dernier exemple pour les décisions automatisées, celui qui a fait le plus couler d'encre, certainement, c'était donc la procédure d'admission post-bac, APB. APB ressemblait beaucoup à AFELNET. Les élèves de terminale soumettaient aussi une liste de vœux, liste ordonnée, donc avec un classement. Les formations, soit elles étaient sélectives, dans ce cas-là, elles classaient les candidats. Si elles n'étaient pas sélectives, eh bien, les élèves étaient classés malgré tout selon leur propre choix, l'ordre dans lequel ils avaient rentré leurs vœux, et aussi en fonction d'autres critères comme la domiciliation. La particularité d'APB, c'est que beaucoup d'étudiants, enfin de futurs étudiants, de bacheliers, se retrouvaient dans des situations d'égalité. Il y avait beaucoup d'ex-aequo, ce qui nécessitait de recourir ensuite au tirage au sort, autre système automatique, pour départager les étudiants lorsque la capacité d'accueil d'une filière était inférieure au nombre de demandes. Par exemple, la filière STAPS, on connaît bien ça, à Poitiers. Alors APB est aujourd'hui remplacé par un autre système, Parcoursup. Parcoursup, par rapport à APB, d'abord supprime le tirage au sort, donc ça n'existe plus. Ensuite, on nous dit, le secrétaire d'État chargé au numérique, M. Majoubi, souligne que l'humain a été remis au cœur de la question des choix d'affectation. J'en dirai pas plus à ce niveau-là, mais concrètement, comment ça se passe? Avant le 31 mars, les élèves de terminale vont donc sur la plateforme Parcoursup et formulent 10 vœux. 10 vœux de formation. Autre différence par rapport à APB, il n'y a plus de classement. D'accord? 10 vœux sans les ordonner. Ensuite, les établissements sont chargés donc de classer les dossiers des étudiants, de les examiner, de les classer et de transmettre leurs décisions au ministère. Donc voilà quelques exemples de décisions entièrement automatisées, sauf donc Parcoursup, puisqu'on nous dit maintenant que ce ne sont plus des décisions automatisées. L'autre utilisation des algorithmes, elle est particulièrement intéressante, donc c'est ce qu'on appelle l'assistance administrative algorithmique. Quelques exemples. D'abord, la surveillance des menaces terroristes, aujourd'hui, repose en partie sur des algorithmes, puisque les services de renseignement utilisent des algorithmes pour analyser de très importantes données de connexion. Une très grosse consommatrice d'algorithmes, c'est la Direction générale des finances publiques. D'abord, elle prend des décisions automatisées, puisque le calcul de l'impôt sur le revenu repose sur un algorithme, la décision automatisée. Ensuite, elle a beaucoup communiqué là-dessus, je pense que c'est pas anodin. Donc sachez-le, la Direction générale des finances publiques utilise ce qu'on appelle le profilage, le scoring et le data mining. Donc à partir de données très détaillées qui représentent les différents types de fraude fiscale en France, des concepteurs d'algorithmes ont procédé à des modélisations, d'accord, les différents types de fraude fiscale. Le logiciel qui a été mis au point ensuite analyse des milliers d'informations sur les contribuables français. Ces informations proviennent d'abord des administrations, ensuite des organismes sociaux et puis de certaines bases privées. À partir donc de l'analyse de ces informations, le système attribue un score de probabilité de fraude aux contribuables. Donc ici, c'est vraiment de l'assistance administrative algorithmique puisque le choix de déclencher un contrôle fiscal reste complètement un choix humain. Mais on peut souligner l'intérêt éventuellement d'aller fouiller dans une direction plutôt qu'une autre.
Dernier exemple de décision administrative algorithmique, où là vraiment c'est absolument fondamental, c'est la question de l'attribution des greffons en France. À partir du moment où les ressources sont extrêmement limitées, il faut évidemment que chaque greffon soit attribué au receveur le mieux adapté pour obtenir les plus grandes chances de succès possibles. Et les éléments qui doivent être pris en compte pour la décision de procéder à une greffe sont extrêmement complexes. Alors, je vous donne les éléments qui ont été portés à la connaissance de l'Assemblée nationale. D'abord, il faut prendre en compte la compatibilité, évidemment, entre le donneur et le receveur. Il faut prendre en compte le groupe sanguin, mais aussi l'immunohistocompatibilité. Donc là, je ne peux pas trop détailler, mais je vous cite. On ne se situe plus dans des probabilités d'1 pour 4, comme pour les groupes sanguins, mais d'1 sur 1 million. À ces éléments, il faut encore ajouter l'âge du malade, puisque plus le malade est jeune et plus on va essayer de lui obtenir un greffon qui soit lui-même jeune pour éviter la nécessité de refaire une greffe plus tard. Il y a des questions de bénéfices et de risques à peser. Donc si on ajoute tous ces éléments et qu'on prend en considération le fait que lorsqu'un organe est prélevé, eh bien, il n'est plus vascularisé, plus oxygéné, il faut se décider dans un délai qui est celui d'une vingtaine de minutes. On comprend ici que l'assistance de la machine est totalement indispensable. Par contre, la décision, une fois encore, reste totalement humaine, celle qui est donc la décision finale. Alors voilà un petit peu les utilisations des algorithmes par l'administration aujourd'hui. Voyons un petit peu le cadre légal, cadre général. Dans quelle mesure est-ce que le droit français autorise aujourd'hui la prise de décision à l'aide d'algorithmes ? L'état du droit vient de changer de façon très très récente avec l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, dont vous avez dû entendre parler, qui est entré en vigueur le 28 mai 2018. Donc c'est d'abord ce texte qui nous intéresse, c'est un texte donc de droit de l'Union européenne et qui est très original, parce qu'il s'appelle règlement, mais contrairement à la plupart des règlements de droit de l'Union européenne, c'est un texte qui prévoit une cinquantaine de marges de manœuvre pour les États membres, qui peuvent soit accorder plus de garanties que ce qui est prévu par l'Union européenne, soit durcir le régime qui est fixé par l'Union européenne. Alors si on s'en tient au RGPD, l'article 22 est celui qui encadre aujourd'hui la prise de décision entièrement automatisée. L'article 22 n'est pas propre à l'administration, ça concerne d'autres entités, notamment les banques, puisque certaines banques décident de l'octroi ou non d'un prêt de façon automatique. Alors, en principe, le RGPD est très ferme, il affirme le droit de toute personne à ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Ce principe, affirmé donc de façon assez péremptoire, est immédiatement tempéré. D'abord, le RGPD pose lui-même un certain nombre d'exceptions. Exception en matière contractuelle, exception aussi lorsque la décision suppose le consentement de la personne intéressée. La troisième exception posée par le RGPD est beaucoup plus intéressante, puisque le règlement nous dit que la décision automatisée peut être autorisée par le droit de l'État membre de l'Union européenne, dès lors que celui-ci prévoit des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée. Le RGPD nous dit donc que chaque État membre de l'Union européenne peut autoriser la décision automatisée s'il accorde des garanties pour contrebalancer cela. Avant ce texte, eh bien, le droit français excluait que certaines décisions soient prises de façon automatique. L'état du droit était régi par l'article 10 de la loi Informatique et Liberté de 1978, qui avait été modifiée, et donc cet article 10 interdisait la décision automatisée, sauf en matière contractuelle, ou si la demande de la personne avait été satisfaite. Alors la CNIL, à l'époque, avait souligné qu'AFELNet, APB, ce n'était pas tellement compatible avec l'état du droit à cette époque-là. Et puis, le législateur s'est engouffré dans la marge de manœuvre offerte par le Règlement général sur la protection des données, avec la loi du 20 juin 2018 sur la protection des données. Alors ça change pas mal de choses, puisque l'article 21 de cette loi prévoit, de manière générale, que peuvent être exclusivement prises sur le fondement d'un algorithme
les décisions administratives individuelles, donc qui concernent une personne toujours, les décisions administratives individuelles qui répondent aux conditions et garanties suivantes. Donc il y a des conditions et des garanties qui sont posées conformément à ce que disait le RGPD. Les garanties sont les suivantes. D'abord, en cas de décision automatisée, la décision, lorsqu'elle est notifiée au destinataire, doit porter mention explicite du recours à un algorithme. C'est la première chose, il faut informer l'administré. Deuxième chose, l'administré doit pouvoir obtenir auprès de l'administration les règles qui définissent ce traitement et les principales caractéristiques de l'algorithme. Alors, la loi précise que le responsable du traitement algorithmique doit pouvoir expliquer en détail et de façon intelligible à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre. Voilà ce que nous dit la loi française. Elle ajoute d'autres garanties. Elle indique que lorsqu'une décision automatisée a été rendue, celle-ci doit pouvoir faire l'objet d'un recours administratif. Un recours administratif, c'est un recours qui va être adressé soit directement à l'auteur de l'acte, soit à son supérieur hiérarchique. Et dans cette hypothèse-là, si un recours administratif est introduit, eh bien l'administration n'a plus le droit de se fonder exclusivement sur un algorithme pour répondre à la demande de recours qui lui est adressée. Dernière garantie posée par la loi française, le traitement algorithmique ne peut pas se fonder sur des données que l'on appelle les données sensibles. Les données sensibles, c'est une notion qui est précisée justement par la loi du 6 janvier 1978 dont je vous parlais tout à l'heure. Ces données sensibles sont les suivantes. Ce sont des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale d'une personne. On ne peut pas non plus se fonder sur des données qui concernent les données génétiques, ni la vie sexuelle, ni l'orientation sexuelle d'une personne physique. Le Conseil constitutionnel a été saisi en juin dernier donc, de cette nouvelle loi et il a un petit peu précisé le dispositif en attirant l'attention de tous sur la question suivante. À partir du moment où l'autorité administrative doit pouvoir expliquer le traitement algorithmique, eh bien, en l'état actuel des connaissances techniques, l'administration ne peut pas se fonder exclusivement sur des algorithmes auto-apprenants s'ils sont trop compliqués. Parce que le problème des algorithmes auto-apprenants, c'est qu'au bout d'un moment, ils échappent complètement au concepteur, c'est-à-dire comme elle apprend toute seule, eh bien, les choix qui sont faits ne sont plus toujours explicables. Alors, j'avais assisté à une conférence en juin dernier où un informaticien qui s'appelle Jean-Yves Marion nous disait « ça, c'est une limite temporaire de la technique. Dans quelques années, on saura expliquer le fonctionnement des algorithmes auto-apprenants, donc effectivement, on pourra multiplier les prises de décisions administratives fondées sur des algorithmes. Mais pour l'instant, c'est une vraie limite, puisque si on laisse de côté la question proprement des décisions administratives, et qu'on prend n'importe quelle décision algorithmique, on considère aujourd'hui que certaines décisions sont explicables. Elles sont explicables parce qu'on peut rendre compte à partir des données et des caractéristiques de l'algorithme, on peut rendre compte donc du choix final. Certaines sont au mieux dites interprétables. Interprétables parce qu'on sait quelles sont les caractéristiques prises en compte, on connaît les variables de l'algorithme, on peut même éventuellement quantifier l'importance de ces variables, mais on n'est pas capable d'expliquer la décision finale. Donc l'automatisation, la mécanisation de l'action administrative, c'est déjà une réalité, mais effectivement, avec les progrès de la science algorithmique, eh bien, on va pouvoir encore prendre plus de décisions de cette façon. Et donc je passe la parole à Steven qui va vous détailler certaines pistes un petit peu plus prospectives. Ici, c'est bien. Merci beaucoup, madame. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais diviser mon intervention, dans deux parties. D'une part, je vais vous parler du contrôle des actes administratifs émis avec l'aide d'un algorithme. Et d'autre part, j'analyserai les champs de la responsabilité administrative dans la production d'un acte administratif émis avec l'aide d'un algorithme. Comme on l'a vu précédemment,
Une décision individuelle prise sur les fondements d'un traitement algorithmique doit comporter une mention explicite en informant l'intéressé. Et je me permets de citer Mme Girard ici parce que, en s'agissant des algorithmes autoprenants, on a identifié les caractéristiques aux variables qui participent le plus à la décision, voire même de quantifier leur importance, mais on ne peut pas expliquer la décision finale. Et c'est pour cette raison que la réforme ambitieuse de 2018 et 2016, qui consacre les droits à être informés, soulève des critiques en ce qui concerne à la cohérence des règles applicables. Est-ce qu'on peut envisager de contester les instructions, les choix de l'administration au moment de la confection de l'algorithme? Bien, la nécessité de contrôler de chaque variable prise isolément, ainsi que son degré d'implication dans les traits des données, résulte une démarche assez exigeante et longue. Donc, raison pour laquelle faire un contrôle préventif reste ineffectif, et pas effectif et ni pratique. Pour parler d'un véritable contrôle des algorithmes, il est essentiel que les juges et les parties du procès puissent débattre les contenus et les résultats des algorithmes pour ne pas subir passivement leurs conséquences ou leurs possibles oracles. Toutefois, pour l'immense majorité d'entre nous, la simple diffusion du code source, c'est-à-dire les textes informatiques écrits en langage informatique qui représentent les instructions des programmations de l'algorithme, cette simple diffusion ne peut pas suffire à comprendre les fonctionnements de l'algorithme. Par ailleurs, si les algorithmes semi-automatisés garantissent que la règle produite par l'algorithme ne pénétrera les droits qu'après la validation humaine, celle-ci ne sera qu'en capacité d'invalider les résultats manifestement erronés. Car à partir de ce résultat des algorithmes, il est rare de pouvoir détecter une erreur dans la disposition des algorithmes ou une possible irrégularité dans l'une de ces variables. D'autre part, pour ce qui concerne le recours ratio hiérarchique, c'est-à-dire des recours que les administrés peuvent exercer pour faire une demande de réexamen devant l'administration, est-ce que ces recours pourraient modifier la décision prise par l'algorithme? Généralement, l'autorité compétente au sens supérieur hiérarchique se contentera de vérifier les bons fonctionnements de l'algorithme, c'est-à-dire que la base de données sur laquelle l'autorité s'est fondée est cohérente, que l'application a été mise en œuvre pour tous les dossiers de la même nature. Au-delà de ces contrôles, aucun recours n'entraînera des modifications à la décision initiale. Mais on voit bien que la théorie différait de la pratique. C'est pour cette raison que la loi de 2018 impose un réexamen sans l'algorithme, c'est-à-dire un raisonnement humain sur les cas concrets. Mais, à notre avis, il faut donc voir les premières esquisses de cette solution qui n'envisage pas la continuité de l'algorithme et qui reste peu effectif. Par ailleurs, du point de vue des droits administratifs, il est difficile de faire un contrôle contentieux, compte tenu de l'absence de publication préalable obligatoire des orientations administratives de l'algorithme. Autrement dit, l'usager ne peut pas effectuer un recours contentieux devant les juges administratifs pour faire annuler l'algorithme elle-même, comme le permettrait par exemple un recours pour excès de pouvoir. En ce sens, cette publication officielle du code source de l'algorithme, malgré le langage informatique, pourrait être en situation qui donne un peu de sécurité juridique et un caractère administratif et pas seulement technique à l'algorithme. De cette manière, les administrés pourront contester l'algorithme et ils ne devront pas attendre à une décision individuelle qui les affecte. Par conséquent, et je deviens à ma deuxième partie, il est indispensable de définir clairement un principe de responsabilité administrative à tous les acteurs concernés dans la production d'un acte administratif émis avec l'aide d'un algorithme. En principe, le fait que la décision résulte d'un mécanisme automatique risque de rendre certains agents inopérants en cas de contentieux. C'est-à-dire, les motifs ne pourraient avoir aucune influence sur le litige parce que les raisonnements qu'ils entraîneraient ne sont sans rapport avec celui ou simplement fondamentalement inapplicables. En principe, si bien la démonstration des défauts de l'algorithme risque d'être très difficile, on ne peut pas être exclu. À propos des défauts, il y a beaucoup d'exemples au niveau international.
Par exemple, aux États-Unis, avec le temps, l'algorithme Compass, qui calculait les risques des récidives des détenus afin de décider sur leur libération, a devenu discriminatoire. En effet, les détenus d'origine afro-américaine ont aussi des scores plus élevés que des détenus de type caucasien, parce que l'algorithme reproduit des faits préexistants, c'est-à-dire les statistiques. On peut citer aussi les cas d'un contentieux italien en 2006. En Italie, les pharmacies sont subordonnées à être autorisées en faisant candidature dans une plateforme numérique. Eh bien, dans ces cas, l'intéressé fit un contentieux et obtient la mise à jeu de la responsabilité de l'État après avoir démontré l'erreur commise par les systèmes, en confondant les rejets pour des raisons formelles avec un rejet pour une raison de fond. À ce stade, il faut dire qu'il n'y a pas un consensus international et que la responsabilité de l'État sera examinée au cas par cas. Voir la Venezuela, par exemple, la décision algorithmique en elle-même ne comporte pas une responsabilité administrative de l'État, car selon la Cour suprême de ce pays, elle a un caractère consultatif, malgré tous les effets juridiques qu'il a. Donc, il faut voir aussi cette chose. Par ailleurs, cela n'est pas l'unique problème possible. Il existe aussi les risques que lors de la transposition des règles juridiques sans langage informatique, les développeurs du système modifient volontairement ou involontairement la portée de la fonction de la règle juridique. En ce sens, l'appel au gouvernement algorithmique implique d'aller jusqu'au but d'une certaine logique, consacrant la décision algorithmique comme toute autre décision administrative pouvant faire grève. Et toutefois, la responsabilité de l'administration se trouve également et nécessairement limitée, telle comme exprime Madame Hélène Puglia, juriste de l'Université de Limoges, et je me permets de citer, « À défaut d'illégalité prouvée de la décision, il semble délicat d'engager la responsabilité sans faute au cas où la décision aurait causé un préjudice, car la rupture d'égalité devant les charges publiques se trouve difficile à être appliquée. » Ce que Mme Puglia voulait dire, c'est qu'au cas où la décision aurait causé un préjudice, malgré l'imposition d'un sacrifice suffisamment important et financier de l'usager pour démontrer l'erreur de l'algorithme, cette inégalité des charges peut être difficile à démontrer dans le cas des contentieux. D'autre part, la responsabilité pour faute de l'administration pourrait être recherchée, mais pour faute de l'utilisateur de l'outil et pas de l'outil lui-même. L'on pourrait alors évoquer une responsabilité fondée sur la garde, mais c'est une situation à explorer. Pour assurer les maximums de garanties au public, il convient de faire entrer ce type de décision dans l'univers du droit administratif. Tel comme exprime Daniel Boursier et Primavera Di Filippi, l'obligation d'informer les citoyens des décisions individuelles prises par des systèmes automatisés et l'accès au code source des algorithmes utilisés ne sont que des demi-mesures. Il faut donc insister sur la difficulté pour l'usager qui soulève l'absence d'une reconnaissance des caractères administratifs de l'algorithme, parce que ces reconnaissances viseraient à rassurer les citoyens face au danger d'un gouvernement algorithmique pour augmenter la transparence de ces systèmes et fournir des outils juridiques pour évaluer la légalité des décisions imposant les codes informatiques comme normes juridiques. Merci.